Bienvenue à tous et à toutes. Vous suivez la revue de presse grand format avec pour invité M. Alexis Bansé Douadé. Il est journaliste, membre de l'Association des journalistes professionnels aux Pays-Bas, cofondateur et promoteur du site Connexion Ivoirienne. Bonjour M. Alexis Bansé. Bonjour monsieur. Comment vous allez depuis la Hollande? Ah, ça va très bien, nous nous portons très bien. Nous sommes en été, heureusement, et on sort des confinements progressivement, ça va. Ouais. Avec vous, nous passerons 52 minutes à décrypter la presse ivoirienne à travers donc les contenus des tabloïds et des sites internet de la semaine écoulée. Dans la nouvelle formule de la revue de presse, nous proposons la synthèse de toute l'actualité de la semaine du lundi 19 au vendredi 23 juillet 2021 que voici. Il affiche ceci à sa une. Le RHDP prévient Bédié et Gbagbo. Si vous êtes candidat en 2025, Ouattara sera aussi candidat. Nous allons lui demander, parlant des propos tenus par le ministre Amadou Touré. Nous changeons de sujet avec le nouveau réveil qui s'intéresse à la cherté de la vie et à l'augmentation abusive des coûts des denrées alimentaires. Le confrère écrit ceci: le gouvernement nie la flambée des prix. Le gouvernement, hier, le prix des produits affichés sur les réseaux sociaux semble exagéré. Propos du ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra. On lit aussi le peuple abandonné à son sort. On reste dans le même cadre avec Connexion Ivoirienne qui publie ceci sur un ton ironique. Et si les nombreux ministères inutiles et farfelus participaient à la cherté de la vie? Nous changeons de cap avec le temps qui nous donne plus d'informations sur ce qui s'est passé hier à l'ambassade à La Haye au sujet de l'enrôlement de Charles Blé Goudé. Avec le site Kwasi qui nous informe que les embouteillages sur la route ont occasionné la hausse du prix du transport en ce jour de fête. Jean.net se penche sur les accidents de la route et publie ceci, une circulaire du ministre de la Justice, Sansan Kambilé. Celui-ci invite les procureurs à engager des poursuites et des répressions contre les auteurs de graves infractions. Toujours sur le même site qui publie ceci, la Tabaski célébrée entre crise sociale, sécuritaire et sanitaire. Fraternité Matin nous plonge dans la célébration de la fête de la Tabaski avec ce message du chef de l'État Alassane Ouattara. Après avoir pris part à la prière de l'Aïd el-Kébi, continuons de renforcer la cohésion nationale et la réconciliation, fait dit Fraternité Matin à Alassane Ouattara. Un autre message rapporté par Afrique Soir à l'occasion de la Tabaski, il s'agit de celui du curé de la paroisse Cette Famille de la Riviera 2, l'abbé Norbert Éric Abécan, s'adressant aux fidèles musulmans. Il les a encouragés à faire en sorte que les multiples témoignages de fraternité exprimés entre nous se renforcent davantage. Intelligent d'Abidjan, le quotidien indique que Patrick Hachi salue la vision du chef de l'État Alassane Ouattara, rend hommage à Kandia Kamara et vole au secours de Marietou Koné. Connexion ivoirienne.net que reçu par le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale Kouadio Kona Bertin, les anciens de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, en abrégé FESI, demandent pardon au président Ouattara pour les retours en Côte d'Ivoire de Soro et Charles Blé Goudé. Afin écrit, les Ivoiriens retiennent leur souffle et s'interrogent. Le journal se demande si c'est le vrai début de la fin de la crise post-électorale ou le remake des souris trompeurs d'avant-crise malgré l'accord de Ouaga. Notre voix affirme que cette prochaine rencontre entre ces deux personnalités politiques est l'expression d'un désaveu de Ouattara à l'endroit des extrémistes du RHDP. L'avenir propose ce matin à ses lecteurs un reportage exclusif sur ce que préparent les parents de l'ex-première dame Simone Gbagbo à Mosso et Bonois suite à l'annonce du divorce Gbagbo-Simone. Fraternité Matin qui revient sur les mesures arrêtées par le gouvernement ivoirien
en Conseil des ministres hier, mercredi 21 juillet 2021, notamment dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie, la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent et la lutte contre la pandémie à coronavirus. La rencontre Ouattara-Gbagbo est toujours au cœur de l'actualité dans la presse ivoirienne. Le jour plus que le président Alassane Ouattara dribble les Vatangais, piège que Gbagbo tend au pouvoir en place, car selon le confrère, cette décision de rencontrer l'ex-président Laurent Gbagbo risque de faire tomber de grosses têtes. L'héritage souligne à sa une que Gbagbo est prêt à dire ses vérités à Alassane Ouattara. On parle de rififi au RHDP et révèle que des proches de Ouattara s'en prennent au directeur exécutif Adama Bictogo suite au refus du dialogue national. Gouvernement pléthorique, institutions budgétivores, primes faramineuses, et si l'État réduisait son train de vie, affiche à sa une notre voix. Le Fraternité Matin pour finir, le quotidien rapporte que 3 agences de notation confirment la bonne santé de l'économie ivoirienne en termes de mobilisation des ressources sur les marchés financiers. La synthèse de l'actualité de la semaine, vous suivez la revue de presse grand format et notre invité est bien sûr Alexis Monsé depuis la Hollande. Alexis, le samedi 17 juillet 2021, en marge donc au lancement de la journée nationale du civisme, le ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, Mamadou Touré, a dit en face de la jeunesse de Bouaké, si vous êtes candidat en 2025, Ouattara sera candidat aussi. Nous allons le lui demander, prévenant Bédié et Gbagbo. Quelle est votre lecture de cette sortie? Bon, écoutez, dans un premier temps, le président lui-même ne s'est pas exprimé sur la question. Hein. Je pense que c'est un ministre qui parle lors d'un meeting. Et je considère que c'est la politique politicienne. Voilà, les gens essaient de conserver le pouvoir, d'autres tentent d'arriver au pouvoir. Mais en tant qu'analyste, quand même, quand j'observe la situation, je pense que ce genre de discours ne passe pas actuellement dans le contexte actuel. Alors, un contexte de réconciliation, tout le monde tente de la réconciliation. Ça ne vaut pas la peine de jeter de l'huile sur le feu. Il serait un peu bon de se calmer, d'entendre ce qu'il rencontre, par exemple, entre le chef de l'État et son prédécesseur, Laurent Gbagbo, comme prévu, et vont donner comme résultat. Personnellement, je condamne ce genre de discours. Est-ce qu'on peut parler déjà d'une sorte de conflit de génération? Non, c'est pas une cause, il n'y a pas de conflit de génération. Il parle d'une génération qui vers sa porte de sortie. Il ne parle pas de nous, il ne parle pas de Soro, il ne parle pas de Blé. Hein? Il parle plutôt des choses, de Gbagbo, de Bédié, et puis des choses. Donc, en fait, on n'est pas encore dans le conflit de génération. On n'est pas avec ce discours, on n'est pas dans le conflit de génération. Relativement à Charles Blé Goudé, qui n'est toujours pas revenu en Côte d'Ivoire, tout en sachant que la procédure de l'obtention de son passeport est lancée, qu'est-ce qui peut bien expliquer sa retenue à La Haye, puisqu'il a été acquitté définitivement depuis le 31 mars 2021, comme Laurent Gbagbo, qui lui est arrivé depuis le 17 juin? Bon, comme on l'a entendu, il n'a pas de passeport. C'est ce qu'on a dû entendre. Il n'a pas encore de passeport. Le passeport ivoirien n'a pas encore été délivré. Je pense que pour avoir un passeport ivoirien, il faut se faire enrôler. C'est toutes les procédures. Hein. Il faut faire apparaître sur les fichiers nationaux. C'est ce qu'il est en train de faire. Bon, je ne sais pas pour quelle raison ça n'a pas été fait depuis pratiquement 2 ans qu'ils ont été acquittés. Je n'ai pas d'informations là-dessus, mais je pense que là où il est actuellement, c'est la bonne voie. S'il allait à l'ambassade, c'est qu'il a pu contact avec les autorités ivoiriennes pour se faire délivrer un passeport. Et je pense que c'est la meilleure méthode. Peut-être que dans les mois ou les semaines à venir, on aura un résultat positif le concernant. Voilà. Mais il faut dire aussi que, vu un peu les différences d'âge, hein, vu le président Laurent Gbagbo qui a 76 ans, Charles qui n'a pas encore 50 ans, ou même qui a 50 ans à peine et autres, bon, l'urgence aurait souhaité que le président Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire avant Charles Blé Goudé. Quelque part, il n'y a pas d'injustice, moi, personnellement. Est-ce que ce n'est pas une stratégie politique de Blé Goudé pour ne pas que son mentor lui fasse ombrage s'ils arrivaient ensemble? Non, je ne pense pas. Je pense que c'est une stratégie politique. Je ne pense pas. Je pense que Blé a dû faire face à certains problèmes administratifs qui sont réels. Voilà.
Ils sont réels et aujourd'hui, on arrive à une situation où il y a des ouvertures qui se créent. Ils profitent aussi de ces ouvertures, mais je ne pense pas que ce soit une stratégie politique. Je pense que le connaissant personnellement, lui rend une visite à quelques reprises à La Haye en prison. Je pense que s'il a la possibilité, il sera rentré le président Gbagbo. L'on apprend avec Connexion Ivoirienne, votre canard en ligne, cette semaine que le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kwadjo Kona-Bertin, a reçu les anciens de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, en abrégé FESI, qui demandent pardon au président Ouattara pour les retours de Soro, Blé Goudé. L'acte, même s'il est salutaire, est-ce que son pronostic de réussite, selon vous, quel est son pronostic de réussite? Ben, si on se base dans le contexte général de réconciliation, je pense que demander pardon, c'est contextuel. Voilà. Ça partit un peu de la mentalité du moment, ça partit de la situation actuelle, des rapports de force qui sont actuellement en place en Côte d'Ivoire. Donc, je pense que la rencontre en tant que telle s'inscrit, pour moi, elle s'inscrit un peu dans le cheminement général contre les ménages, actuellement, qui part d'une situation de crise et qui nous amène vers une situation de crispation, de réconciliation et d'entente et de cohésion sociale. Voilà. Et vous qui pratiquez donc la presse ivoirienne depuis plusieurs années, avec les nouvelles donnes, est-ce que vous croyez que le président Ouattara est à même d'accepter? Je pense que le président est obligé d'accepter. S'il s'inscrit dans un cadre général de réconciliation et de décrispation, il est obligé d'accepter que les anciens de la FESI rentrent en Côte d'Ivoire. Voilà, je pense que le président Gbagbo a été condamné à 20 ans de prison. Il a fait 7 ou 8 ans de détention à La Haye. Il y a des crimes très graves dont il avait été accusé. Il a été acquitté. Je pense que quand on prend la réconciliation, il faut faire des gestes larges, il faut faire des ouvertures, il faut des gestes qui sont vraiment symboliques. Hein. Et je pense que faire rentrer Soro et faire rentrer Charles, ça rentre un peu dans ce contexte-là. Parce qu'on ne peut pas faire la réconciliation d'une partie de la population et laisser une partie de la population dans un contexte conflictuel. On n'avance pas dans ce cadre. Voilà, voilà. Au niveau de Charles Blé Goudé, ça peut être normal, mais Soro Guillaume écope d'une condamnation à perpétuité. Ouais, mais le président Gbagbo a été condamné à 20 ans dans les prisons. Voilà, je pense que, vu le passé, Soro et le président Ouattara, vu ce qu'ils ont vécu ensemble, je pense qu'il y a toujours les moyens. Il y a toujours des moyens qui arrivent à s'entendre, je pense. Malgré les conflits actuels, je pense qu'il y a la possibilité de ramener ces deux dans un cadre de cohésion et de réconciliation. Voilà. Il y a toujours espoir. Est-ce que le moment est vraiment arrivé? Bon, ce n'est pas à nous de le dire en tant que journaliste. Hein, c'est pas à nous de le dire. C'est aux politiciens de décider. Nous ne sommes pas dans les bois sacrés, nous ne sommes pas dans les différents espaces politiques pour savoir si le moment est arrivé. Mais je pense que dans le contexte actuel, si c'est vrai qu'on s'inscrit dans un cas de réconciliation et que nous sommes honnêtes, que nous sommes francs, dans cette voie-là, je pense que le moment est là, effectivement, pour qu'on crée les conditions de sorte que tout le monde puisse rentrer en Côte d'Ivoire. L'augmentation abusive des coûts des denrées alimentaires a fait les choux gras de la presse cette semaine, ce qui a valu une conférence de presse du ministre du Commerce, Souleymane Diarra-Souba, qui en substance a expliqué que c'est une crise qui sera maîtrisée. Finalement, la question que tout le monde se pose, qu'est-ce qui est la cause réelle de cette flambée des prix selon vous? Ouais, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Ce n'est pas une seule raison. D'abord, il y a les questions de... Je pense qu'au pays, quand même, il y a une certaine monopolie dans la distribution. Je pense qu'il y a 2 ou 3 canaux de distribution. Ça peut influer sur les prix négativement. Le fait qu'on importe beaucoup de nos denrées, tout n'est pas fait en Côte d'Ivoire, beaucoup de produits sont importés, ça peut influer sur les prix. Le pétrole qui influe énormément sur les prix des différentes denrées, il est importé majoritairement en Côte d'Ivoire à partir des choses du Nigeria à côté et puis de l'Angola de l'autre côté. Voilà, les prix du pétrole, on sait que les prix du pétrole ont augmenté. Voilà. Ici, pratiquement ici en Europe, les prix ont augmenté, les prix de l'Europe à la pompe ont augmenté. Donc, c'est connu que lorsque les prix du pétrole augmentent, les prix des denrées, ils vont avec. Voilà. Il y a les questions structurelles. Il y a les questions structurelles. Un État qui n'est pas assez fort
moi, je considère nos États comme des États faibles qui n'ont pas la possibilité de contrôler partout les prix. Donc, ce qui fait qu'il y a des abus. Voilà, tous les prix qui sont pratiqués, je suis sûr qu'il y a des commerçants qui abusent de tout. Donc, en fait, c'est un ensemble de raisons, un ensemble de causes. Il y a les consommateurs qui ne sont pas assez forts, les associations qui sont assez faibles, qui sont divisées. Il y a plusieurs associations de consommateurs, ce qui fait qu'ils ne donnent pas la même voix tout le temps. Voilà. Donc, il y a vraiment énormément de problèmes qui met ensemble la situation actuelle. On ne peut pas accuser le gouvernement tout seul. Je pense. Et selon vous, quelle solution peut-on apporter? Qu'est-ce que le gouvernement pourrait faire pour maîtriser ces prix, pour canaliser ces prix? Vous avez parlé tout à l'heure d'un problème structurel. Je pense qu'il faut chose. Il faut d'abord, la dernière fois, dans cette semaine, on a fait un article concernant le gouvernement, le nombre pétrolier de ministres, par exemple. Le commerçant qui fait son prix, hein, il prend un exemple, il se dit, par exemple, si l'État mène ce genre de vie, ce train de vie, bon, voilà, moi, je suis chaud. Je peux fixer le prix que je veux, parce que moi, en fait, je veux avoir de l'argent. À ce point-là, je pense que l'État lui-même doit donner le bon exemple en réduisant le train de vie des ministres et des DG. Il faut un contrôle. Les impôts, par exemple, on sait en Côte d'Ivoire que les agences des impôts ne font pas leur travail. Les gens de contrôle des impôts ou bien des choses, des fiscalités ne font pas leur travail correctement. Les agents de douane, par exemple, sont corrompus et autres. Il faut mettre un frein à la corruption, ça commence par là. Il faut un contrôle des prix, effectivement. Il faut contrôler les prix. Il faut que l'État se donne les moyens de contrôler les prix. Il faut que les consommateurs, les Ivoiriens, les habitants de la Côte d'Ivoire aient les moyens, aient des canaux, de dénonciation bien clairs. Les prix qui sont affichés, ces prix sont affichés, les prix ne sont pas respectés. Il faut que les citoyens aient les moyens de rapporter aux autorités. Ça permet aux autorités, en contrepartie, de réagir, d'avoir une action concernant les choses, vis-à-vis des choses des commerçants qui ne respectent pas les prix. Bon, d'abord, écoutez, en temps de fait, les prix augmentent. Ça, c'est clair. C'est comme en temps de rarité, les prix vont augmenter. Mais je n'ai pas lu l'article de Kwasi. Ils peuvent avoir raison. Les prix peuvent avoir augmenté subitement parce que la demande est forte. Quand la demande est forte et que, on appelle ça, l'offre est en dessous de la demande, tout à fait normal dans un contexte capitaliste. Les prix augmentent, donc ça peut être un effet temporaire, quelque chose de quotidien. Mais je ne pense pas que les prix soient augmentés à cause de choses, la tabasquerie, de façon structurelle sur le long terme ou sur le court terme. Il faut qu'il y ait la réalité des moyens. Si les Ivoiriens se plaignent chaque fois que la vie est chère, ça dit que les Ivoiriens n'ont pas les moyens de dépenser comme ils le veulent. Et en réduisant le train de vie de l'État, par exemple, en donnant l'exemple, en réduisant le nombre de postes budgétaires au niveau des différents ministères, cet argent pourrait, par exemple, servir à payer des bourses, à élargir le nombre d'enfants qui ont les bourses, le nombre d'élèves, le nombre d'étudiants, à construire, par exemple, plus de cités universitaires pour que ceux qui ont droit aux chambres des universités, par exemple, qui jusque-là habitent à la maison, qui font augmenter les frais des popotes, par exemple, puissent vivre d'eux-mêmes. Donc, en fait, c'est les économies qui sont faites. Ce que nous, on dit, ce sont les économies qui sont faites. Et cet argent peut, par exemple, servir au plan social, ou au plan médical, ou au niveau des transports et autres, en donnant des subventions, par exemple, en créant des situations de subvention. Donc, c'est certes ironique, mais je pense que c'est une situation qui est assez réelle, pour moi, on peut dire qui est dramatique. C'est pas normal qu'un pays comme la Côte d'Ivoire se retrouve avec 37 ministres. Aux Pays-Bas, on a 20 ministres à peine. Ils sont peut-être 100 fois plus riches que la Côte d'Ivoire. Les accidents de la route font rage en Côte d'Ivoire et les chiffres sont alarmants. Selon les statistiques officielles, ils occasionnent 600 morts et 13 000 blessés chaque année dans le pays. Quand le ministre de la Justice, Sansan Kambili, invite les procureurs à engager des poursuites et des répressions contre les auteurs de graves infractions, cela n'explique-t-il pas qu'il règne jusqu'alors un laxisme qui ne dit pas son nom? Le ministre parle des choses, des chauffeurs, des transporteurs, ou il parle des auto-écoles qui donnent les permis sans vraiment que les gens suivent les cours d'auto-école. Je ne sais pas de qui parle le ministre au juste. Non, mais écoutez, pourquoi il y a les accidents en Côte d'Ivoire? Moi, je vais souvent au pays. Je donne un petit exemple. L'autoroute du Nord. Il y a beaucoup d'accidents sur l'autoroute du Nord. Et quand tu prends les dimensions de la chaussée de l'autoroute du Nord, bon, chez nous, par exemple, ici en Hollande, la chaussée, par exemple, à 2 mètres. En Côte d'Ivoire, les Égyptiens, les Tunisiens qui ont fait l'autoroute ont réduit ça à 1,5 mètre. Donc, tu vois déjà qu'il y a un problème au niveau de l'État. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai cité le ministre. Est-ce que le ministre se sent concerné
au niveau de ce dont tu parles. Il y a un niveau structurel, il y a un niveau de l'État. L'État doit agir dans la maintenance des routes, en proposant de bonnes routes, de bonnes voies aux Ivoiriens, aux usagers ivoiriens. Et puis, il y a un côté chose, avant d'arriver aux chauffeurs, il faut commencer par les différentes auto-écoles. Comment les gens obtiennent les permis de conduire en Côte d'Ivoire? Comment les voitures passent les visites techniques en Côte d'Ivoire? Quelle est la corruption au niveau des visites techniques? Quelle est la corruption au niveau des choses, au niveau des permis? Donc, il y a un rôle fondamental de choses, l'État a joué. Si le ministre dit quelque chose, il faut commencer à sanctionner de gauche à droite, je pense que ça commence par eux-mêmes. C'est au niveau des choses, au niveau du fait, le fonds, aujourd'hui, par exemple, le fonds d'entretien routier dans toutes les bouches, parce qu'il y a une question, il y a un audit qui est à ce niveau. On ne sait pas, il y a des dénouements et autres, les gens en parlent, tout le monde en parle, mais c'est là, ça commence. Donc, je pense que en fait, vous savez, au niveau de la Côte d'Ivoire, avec le recul que nous on a acquis, on pense qu'il y a la plupart des problèmes sont solvables, mais il faut que les gens apprennent à être responsables. Il faut que chacun comprenne que c'est un travail d'ensemble. Ce n'est pas seulement par les chauffeurs de Baka ou par les chauffeurs de taxi que ça commence, ou par les chauffeurs de transport, non, ça commence au sommet de l'État. Voilà. Si l'État donne le bon exemple et que l'État donne le bon exemple, je pense que beaucoup de choses pourront avancer sur ce plan. Le mardi 20 juillet 2021, dans l'apparition de Fraternité Matin, Alassane Ouattara a tenu un message dans le sens de la cohésion sociale à l'occasion de la fête de la Tabaski. Je cite: « Continuons de renforcer la cohésion sociale et la réconciliation. » Peut-on dire que le président est en droite ligne de son projet de société de la dernière campagne présidentielle où il a décidé de faire de cet énième mandat celui du social et de la solidarité? Je pense que le président, il a une obligation, je pense que c'est une obligation pour lui, après 10 ans de crise. Il a fait 2 mandats, il est en train de faire un 3e mandat qui a fait beaucoup de salive et puis de choses. Donc, c'est dans son intérêt, je pense, de choses, de créer une situation de cohésion, de choses de réconciliation. Donc, à mon niveau, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Mais il faut que le président n'est pas seul à poser cet axe-là. Si la cohésion et la réconciliation doivent avoir lieu en Côte d'Ivoire, c'est un travail d'ensemble. C'est pas seulement au président de dire lors d'une fête de Tabaski que telle ou telle action sera entreprise, mais il faut que l'opposition aussi soit dans le même contexte. Que l'opposition aussi joue le jeu et que les ministres, par exemple, tout à l'heure on parlait des choses des ministres tout le monde, il faut que le discours soit différent, que ce soit un discours conciliant, un discours de réconciliation. Mais je pense que le président, il faut lui faire confiance, il faut lui accorder le bénéfice du doute. On verra où il va arriver. Il faut pas le discours religieux, qui est un discours humaniste et un discours de conciliation dans tout moment, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais là, il faut aussi faire l'analyse de la situation, les différents états-majors politiques pour voir que on n'est pas au bout du tunnel. Moi, je ne pense pas que nous sommes au bout du tunnel. Il y a encore beaucoup d'efforts à fournir. On a une présidentielle qui est là, qui est dans 5 ans, dans 4 ans bientôt. La nouvelle présidentielle, c'est toujours autour des élections que les problèmes commencent dans le pays. Donc, on n'est pas au bout du tunnel. C'est vrai que des efforts sont faits, mais il faut continuer, il faut persévérer dans ces efforts. Il ne faut pas lâcher. Il faut les avoir toujours à l'œil, les politiciens. Il faut toujours leur rappeler leurs différentes promesses que le pays a besoin de paix. Je ne l'ai pas exactement en tête, mais je pense que relativement, il est assez bas quand même en Côte d'Ivoire. Il faut augmenter le budget de l'éducation. Il faut réduire le nombre d'enfants dans les différentes classes, c'est important. Voilà. Donc, ce qui fait que, globalement, je pense que les étages de l'école, si les gens sont honnêtes, si les différents participants sont honnêtes et qu'on ne fait pas la politique politicienne, c'est une occasion de poser les problèmes réels de l'école ivoirienne, tels que les problèmes pratiquement depuis les années 90. Donc, ça fait 30 ans qu'on a les différents problèmes structurels, d'effectifs, de manque d'enseignants. Mais dans un premier temps, il faut encourager cette initiative qui, je pense, depuis quelques années déjà avait été appelée par la FESI. C'était l'un des points les plus importants de la FESI, appelé aux États généraux. Si les travaux sont faits ouvertement, honnêtement, je pense qu'il y a quelque chose de positif à y attendre. Le niveau est bas pour parler. Le niveau est bas parce qu'il y a trop d'enfants dans les classes. Voilà. Il y a trop d'enfants. L'enseignant n'arrive pas à suivre les enfants. Ce n'est pas possible de suivre une classe de 70 élèves ou 70 étudiants. Ce n'est pas possible. Voilà. Il y a des efforts à faire au niveau de l'État lui-même. Moi, je reviens toujours sur la question de l'État. C'est par là que tout commence. C'est eux qui collectent notre argent. C'est les différentes taxes qu'on paye. C'est eux qui gèrent ces différentes taxes. Donc, il y a des efforts qui sont à faire au niveau de l'État. Il faut construire plus de classes,
plus de salles de classe, il faut construire plus d'écoles, il faut former plus d'enseignants. Voilà. Là, ça commence pour faire augmenter le niveau des enfants. Moi, je me rappelle, notre génération, à l'époque, nous, on était 50, 40, à l'époque, quand on était en terminale, en chose, à l'époque, dans les années 80, 91, 92. Aujourd'hui, la femme parle de 75, 60. Il y a des salles de classe de 80 élèves, c'est pas possible d'avoir un niveau élevé à ce genre d'effectifs pléthoriques. Tout autre sujet à présent, les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Les éléphants U23 ont fait une belle entrée avec une victoire de cœur, 2-1 face à l'Arabie Saoudite. Croyez-vous aux chances des nôtres avec une poule aussi relevée avec le Brésil et l'Allemagne? Ça sera difficile, pour être honnête. Faut être honnête, ça sera difficile, mais on a déjà gagné un match hier. Voilà, il s'agit de faire peut-être un nul contre le Brésil ou bien contre l'Allemagne, et puis peut-être on peut espérer, je ne sais pas juste les différents règlements, mais si je me rappelle bien, la dernière Coupe d'Europe ici, il y avait quelques meilleurs troisièmes qui étaient relégués, qui étaient repêchés. Bon, je ne sais pas la plus rapide dans ce cas, mais on a quelques chances quand même. On a assez de bons joueurs. On a Eric Bailly qui est là, on a Franck Kessié qui est présent. Je pense qu'on a nos chances. Voilà, on jouera nos chances. Pour les autres disciplines, avec Mireille Aouré, Talou, Sissegbe, Sissé Chek, Ruth Babi, les raisons de croire sont finalement indiscutables. Oui, je pense que Sissé Chek, il peut toujours nous procurer une médaille. Hein. C'est le premier médaillé d'or de toute l'histoire de la Côte d'Ivoire. Sissé Chek, je pense que Talou a de très bonnes chances d'être médaillé. Sissé Gueye, il a aussi de très bonnes chances de faire la finale du 100 mètres. Pour être honnête, ses chances d'être médaillé sont assez réduites. Voilà, c'est assez réduit par rapport à la concurrence. Comment elle s'appelle, Muriel, je n'ai pas trop entendu parler de ces derniers temps. Je ne sais pas si elle participe au JO, je ne l'ai pas vu. Un peu en pré-retraite, bon, ça reste à confirmer. Voilà. La semaine passée, dans cette même émission, Jean-Claude Koulibaly, un confrère, président de l'UNJCI, était l'invité du grand format. À la question de savoir son avis sur les propos du directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo, stipulant que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un dialogue national inclusif, suivons sa réaction dans ce rétro. Le ministre Bictogo a été beaucoup... si vous voulez commenter, quand vous regardez, les commentaires les plus violents viennent plus de l'opposition. C'est l'opposition qui estime que ces propos ne sont pas appropriés, ou bien sortent du contexte, du cadre de la réconciliation nationale. Ça, c'est de bonne guerre, c'est normal. Mais dans un premier temps, il faut aussi aller loin par rapport à lui, c'est son discours. Quand vous lisez bien à tête froide le discours, vous vous rendez compte qu'en réalité, il ne dit pas les choses différemment que les autres. Comme je l'ai dit tantôt, il parle plutôt de la forme. Il rejette la forme. Il estime que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un dialogue national inclusif. Parce qu'il estime que c'est pas ça. Il estime que c'est pas ça la panacée. Il estime que c'est pas ça la solution. Mais certainement qu'il ne rejette pas toutes les formes, toutes les autres formulations et les autres manières de voir, de conduire à la paix. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit souvent, il faut prendre du recul dans les propos des gens. On peut sortir par exemple un test de son contexte pour en faire un prétexte. Parce que vous voyez, souvent cela arrive, mais cela n'est pas véritablement la pensée profonde de celui qui le dit. Mais comme nous sommes dans un cadre, dans un contexte passionné, souvent les Ivoiriens n'arrivent pas à faire le recul. Il n'a pas totalement tort lorsqu'il dit qu'il faut prendre du recul. Il y a trop d'euphorie par moment en Côte d'Ivoire. Il y a trop d'euphorie. Mais par contre, je ne suis pas d'accord avec lui, en ce sens que moi, je pense que M. Bictogo, avec les responsabilités qu'il a en tant que directeur exécutif du parti au pouvoir, de la coalition au pouvoir, il est dans son intérêt, même si les opposants tiennent des discours belliqueux, il est dans son intérêt de tenir un discours apaisant. Voilà. C'est lui qui est au pouvoir. Les hommes commencent d'abord par lui. Voilà. Je pense que les Ivoiriens n'ont pas besoin qu'on jette chaque fois de l'huile sur le feu, par un discours enflammant. Voilà.
Donc, l'exemple doit venir du pouvoir, du parti au pouvoir. On le disait, on l'a dit au niveau du FPI quand ils étaient au pouvoir, on le dit encore au niveau du RDA, au niveau du RHDP, ils sont au pouvoir actuellement. C'est à eux de donner les exemples. Voilà. C'est à eux de donner les exemples. Et je pense aussi que les journalistes que nous sommes, c'est aussi à nous de donner les exemples. Voilà. Je pense que quand Bictogo s'exprime de la sorte, c'est à nous de lui dire, voilà, monsieur le ministre, monsieur l'ex-ministre, voilà, c'est pas à vous de tenir un discours de ce genre, c'est plutôt dans votre intérêt de montrer le bon exemple et d'appuyer l'apaisement. Si on vous posait la même question qu'on a posée à Bictogo, que diriez-vous? Est-ce que la Côte d'Ivoire a vraiment besoin d'un dialogue inclusif? Je pense qu'on a toujours besoin d'un dialogue inclusif. On a toujours besoin, il n'y a pas un temps, même dans 10 ans, 20 ans, 100 ans. C'est un continu dialogue. On vit dans une société, on ne vit pas dans une jungle. Nous sommes des humains. Voilà, nous sommes des humains qui ont différentes opinions, qui pensent différemment de la vie. Donc, pour pouvoir harmoniser tout ça, on a besoin d'un dialogue. On ne peut pas dire qu'on n'a pas besoin d'un dialogue ni aujourd'hui ni demain. Non, je pense qu'en tant qu'humain, en tant qu'habitant d'un même pays, en tant que population qui cohabite les unes avec les autres, on a toujours besoin d'un dialogue pour aller à l'apaisement. Mais est-ce que ce type de dialogue, on n'en a pas eu déjà qui voué à l'échec? On parle déjà de 2000 où il y a eu la réconciliation nationale, tout et tout. Le forum de la réconciliation nationale. Ouais, mais c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Les questions de réconciliation, les questions de dialogue, c'est des processus continus. Voilà, on ne peut pas dire que parce qu'on l'a eu en 2000 sous Guéhi, ça vaut plus la peine aujourd'hui en 2021. Non, si on l'a eu en 2000 sous Guéhi et qu'on a eu la guerre de 2002, qu'on a eu ensuite la crise de 2011, et qu'on arrive à la situation de 80 morts il y a environ quelques mois de cela, ça veut dire qu'il y a quelque part, quelque chose ne fonctionne pas. Voilà. Donc, il faut remettre tout ça en cause et ne pas léser sur le moyen de reprendre ce qui n'a pas marché jusqu'à ce qu'on arrive à la perfection. Finalement, quand le président Alassane Ouattara décide de rencontrer Laurent Gbagbo, les dires du directeur exécutif ne semblent-ils pas un peu gauche? C'est ce que je dis en fait. C'est ce que je dis. Le président Ouattara n'a pas rencontré Gbagbo en 2011. Il a attendu 10 ans avant de le rencontrer parce qu'après 10 années, il est arrivé à la conclusion qu'il y a toujours lieu de dialoguer. Il y a toujours lieu de se retrouver entre frères et de s'asseoir et de discuter. C'est ce qui s'est passé la crise récente entre le RHDP et puis le PDCI. Vers la fin, il a fallu que le président Bédié et Ouattara se retrouvent au Golfe Hotel pour calmer les esprits. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il ne faut jamais lésigner sur les moyens de dialogue. Il faut toujours dialoguer. Il ne faut pas dire que le dialogue, c'était hier, ça n'a pas abouti. Non, ça n'a pas abouti parce qu'il y a tel ou tel problème. Et les problèmes, comment les évacuer pour que le dialogue aboutisse, pour améliorer ce dialogue. Donc, il faut toujours continuer à se parler. Se parler est très important, je pense. Vous êtes sur l'Intelligent TV et vous suivez la revue de presse grand format. Je suis avec Alexis Bonsé qui est journaliste, il vit en Hollande. Le sujet qui a retenu notre attention cette semaine est bien évidemment l'information de la future rencontre entre les présidents Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, précisément le mardi 27 juillet 2021. Nous en discuterons après avoir visionné les avis de quelques Abidjanais. C'est notre micro du grand format. C'est bon, c'est important pour la paix, pour la réconciliation dans notre pays, entre nous les Ivoiriens. Si ce n'est pas dans l'hypocrisie, au fait. Voilà. Parce que le président Gbagbo, parce que souvent quand il parle, les gens pensent que tu es de l'autre côté. Voilà pourquoi tu te prononces comme ça. Voilà. Le président Gbagbo a dit, si ce n'est pas dans la vérité, si tu m'as fait du mal, je dois te dire d'abord. Voilà. Avant de se pardonner, il faut qu'on se dise la vérité. Oui, j'ai dit, je suis d'accord. Mais vraiment, on est fatigué de... À faire des palabres, guerre, on est fatigué. C'est lui qui fait 10 ans, il n'a qu'à respecter qu'il a déjà fait 10 ans. C'est tout. L'autre va passer, même si ce n'est pas eux, quelqu'un d'autre peut prendre. Mais à cause d'eux, aujourd'hui, même chacun se trouve comme ça. Les gens meurent de gauche à droite. Ils meurent dans les prisons, ils meurent dans les coins, on ne sait pas où ils sont. Même d'autres, même, ils sont au Nigeria, ils sont au Ghana, ils sont partout au Libéria. C'est pas bon. En tout cas, c'est une bonne chose. C'est pour la réconciliation, c'est bon. Il n'y a pas de souci pour ça. En tout cas, on est d'accord pour ça. Je crois que c'est une bonne idée parce qu'il est revenu de la prison, il a fait presque 10 ans là-bas. Il est rentré au pays pour ne pas que ça soulève encore d'autres tensions
voilà, et qu'il parte vers le président actuel Alassane Dramane Ouattara pour discuter, c'est une bonne chose. Le père fondateur Oufou lui-même l'a dit, asseyons-nous et discutons. Voilà, nous sommes tous des Africains. Voilà, ce ne sont pas à cause de nos chefs d'État que les gens vont essayer d'avoir la haine envers les autres. Nous sommes tous des Africains, tous des panafricains. Voilà, et à mon humble avis, je pense que c'est un pas qui mène vers la réconciliation. Les Ivoiriens sont opposés pour des choses que nous ne maîtrisons pas. Vous êtes la seule personne qui puisse savoir pourquoi nous sommes opposés. Donc, nous comptons sur vous. Nous comptons sur vous. Nous apprécions beaucoup, depuis que vous êtes à la magistrature suprême, en tout cas la Côte d'Ivoire en chantier. Ça, notre pays est beau, nous sommes très contents. Mais nous voulons que, lorsque vous allez rencontrer le président Gbagbo, un terrain d'attente soit trouvé, pour que nous les Ivoiriens, nous attendions. Et qu'une fois, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, nous partions aux élections d'une manière apaisée. Et que chacun respecte les résultats. Maintenant, au président Laurent Gbagbo. Bon, toi, tu es un grand frère, tu es un cousin, tu es un père, on ne se connaît pas, la famille est élargie, mais ça, c'est entre parenthèses. Mais je voudrais compter sur vous. Ce n'est pas dans quel esprit vous allez rencontrer le président Ouattara. C'est une très bonne chose pour la Côte d'Ivoire, dans la mesure où, dès son arrivée, la préoccupation du président Laurent Gbagbo, c'est d'aller à la réconciliation. Et cette réconciliation ne peut pas se faire sans les tenants du pouvoir actuel. Et donc, logiquement, quand les deux se rapprochent, et surtout que le président Laurent Gbagbo a déjà rendu visite à son aîné, le président Henri Konan Bédié, qui n'est pas des moindres personnalités dans la vie politique de la Côte d'Ivoire, je crois que c'est une entente qui va nous conduire vers la réconciliation. Et c'est vraiment en cela que je salue cette rencontre-là. Ce 27 juillet-là, c'est un jour marqué d'une pierre blanche, puisque voilà, on ne peut pas continuer à se regarder en chien de faïence dans un pays qui se dit démocratique et aller sur un élan de division. Je pense que l'engagement qu'a pris le président Laurent Gbagbo était un bon engagement pour améliorer un peu la cohésion sociale du pays, donner encore un coup de foudre, un coup de pouce à la réconciliation et amener encore les frères ivoiriens à se rapprocher. Puisque actuellement, je peux dire que l'atmosphère est un peu délétère en Côte d'Ivoire. Les gens se regardent en chaîne de faïence. Depuis l'arrivée de Laurent Gbagbo, il y a des discours qui apparaissent de là et ici, sur les réseaux sociaux, sur les médias, à la télévision et partout. Chacun prend peut-être un cœur de guerrier pour peut-être regarder son ami. Et là, je pense que ce n'est pas bon. Pour une meilleure réconciliation dans ce pays-là, il faut qu'on se rapproche, il faut qu'on se dise la vérité et que la réconciliation avance. Et je pense que ce jour-là, c'est un jour historique pour la Côte d'Ivoire. C'est un jour dans l'engagement de paix en Côte d'Ivoire. C'est un jour aux yeux du monde où le monde saura que les Ivoiriens, où la Côte d'Ivoire est un pays réconcilié, la Côte d'Ivoire est un pays de paix. Et que vive les Ivoiriens, vive la Côte d'Ivoire et que demain nous appartienne. Monsieur Alexis Bansé, quelle est votre réaction vis-à-vis de ce que des Ivoiriens viennent de dire? Bien, je pense que dans un premier temps, les gens saluent cette rencontre. En même temps qu'ils saluent la rencontre, en même temps que cette rencontre leur donne espoir, en même temps, ils ont des doutes, ils émettent, hein, je ne sais pas si vous me suivez, ils ont des craintes, c'est-à-dire ils se disent que la rencontre n'est pas la panacée en fait. Voilà. Donc, si tu veux, c'est un peu ce qui anime un peu les Ivoiriens, si vous voulez bien, c'est un peu le sentiment, c'est ce doux sentiment d'espoir et puis de désespoir et puis d'incertitude. Voilà, donc en fait, ce que les Ivoiriens ont demandé, ce que j'ai pu voir là comme commentaire, c'est de ne pas les décevoir. Demander aux politiciens de ne pas les décevoir, puisqu'il y a eu plusieurs rencontres par le passé qui n'ont pas abouti, et que ces rencontres-là, c'est bien que cette rencontre-là, on la salue, mais faites en sorte qu'on ne soit pas déçus. Voilà, et qu'on aille à des élections présidentielles propres en 2025, comme au Ghana voisin, comme au Bénin, comme au Sénégal. C'est possible de suivre ces exemples-là. Peut-on parler de l'expression d'un désaveu d'Alassane Ouattara à l'endroit des extrémistes du RHDP, pour paraphraser le journal Notre Voix? Je pense que
C'est un désaveu. Voilà. Si on voit la situation de la sorte, les gens tiennent leur discours en plein meeting, ils sont échauffés, ils sont chauffés à blanc, ils tiennent des meetings. Le président ne s'exprime pas régulièrement en public sur certaines questions. Voilà. Et je pense, on aura des informations que la Côte d'Ivoire va vers un gouvernement d'ouverture, un gouvernement d'union qui va intégrer le FPI, version Laurent Gbagbo, et le PDCI de Konan Bédié. Donc, je pense qu'il faut surtout faire attention aux actes que le chef de l'État pose, aux actes que Laurent Gbagbo pose, que de s'occuper des différents discours qui sont faits dans les contextes vraiment échauffés de meetings, de quartiers, avec beaucoup de bruit, beaucoup de chaleur. Donc, ce n'est pas les choses les plus importantes. Quand vous parlez d'une ouverture du gouvernement, est-ce que cette rencontre risque-t-elle de faire tomber des têtes, des grosses têtes, comme l'affirme l'essor? Bon, il n'y a pas de grosses têtes. Bon, je ne parle pas en termes de grosses têtes. C'est vrai que si on doit intégrer des ministres FPI ou bien PDCI, c'est vrai qu'on ne peut pas continuer avec le gouvernement de 37 membres, augmenter encore de 10, passer à 47 ou même 50. C'est vrai qu'il va falloir relever certains ministres. Voilà. Je pense que tout sera fait un peu comme ça y est dans un contexte d'entente. Et j'espère que les ministres qui seront relevés, qui perdront leur poste, sauront que ils ont été relevés, bien perdu leur poste dans un intérêt plus grand que leur différents intérêts personnels. Pour reprendre les mots du confrère l'intelligent d'Abidjan, est-ce le vrai début de la fin de la crise post-électorale ou le remake des souris trompeurs d'avant-crise malgré l'accord de Ouaga? Je pense qu'il faut leur accorder le bénéfice du doute. Il faut leur faire confiance. Il faut leur faire confiance. Il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous le pont. On n'est pas en 2011, on n'est plus en 2011. Nous sommes à chose en 2021. Nous sommes 10 ans plus tard. Chacun d'entre eux a fait ses expériences. Ils tirent un peu, ils sont au soir de leur vie. Voilà, ils doivent se poser la question quelle image dois-je laisser aux choses aux populations? À toutes ces questions. Moi, je leur fais confiance. Voilà. Je voulais faire confiance. J'ai été plusieurs fois en prison pour croiser le président Charles. J'ai eu la chance de croiser le président Laurent Gbagbo. Je connais ses prédispositions. Je connais beaucoup de personnes à son entourage. Je sais qu'il a de bonnes dispositions. C'est pareil pour le chef de l'État, pour le président Alassane Ouattara. Il a de bonnes dispositions. Donc, il faut leur faire confiance. Je pense qu'on a de très bonnes chances d'aller à de très bonnes élections en 2025 et qui seront gagnées par le vainqueur. Donc, personnellement, vous attendez de cette rencontre des belles choses? Des belles choses, oui. Pour la Côte d'Ivoire, pour le pays, oui. J'entends 2, 3, il ne faut pas oublier le président Bédié, qui est là aussi. Il ne faut pas l'oublier. J'entends de Bédié, de Ouattara, de Gbagbo, de très bonnes choses pour les 5-4 dernières années à venir. Mais finalement, est-ce qu'il faut lier la vie de la nation forcément aux hommes d'État? Finalement, la Côte d'Ivoire est tenue par Alassane Ouattara, par Gbagbo, par Bédié. Pas forcément, mais on est habitué à des personnalités fortes en Côte d'Ivoire. Je pense que ça vient du fait que Houphouët est passé plus de 30 ans au pouvoir. Ça a créé une personnalité assez forte. On a un système qui n'est pas trop sorti des choses, un système politique un peu resté colonial sur certains plans. Voilà. On a un système présidentiel qui est très fort. Qui est chose. Je pense que si on a l'occasion un jour, comme nous autres nous le souhaitons, de passer à un système parlementaire ou un semi-présidentiel ou un semi-parlementaire, je pense que les personnalités sont moins fortes dans ce genre de système-là. Les Ivoiriens seront peut-être moins figés que sur les individus. Mais dans le contexte actuel, le système politique que nous avons, on ne peut pas s'imaginer un autre système. C'est les individualités qui sont... Le système politique fait la part aux individualités et c'est ce qu'on constate. Avant de passer donc à la toute dernière rubrique de cette émission, Alexis Boncé va nous dire un tout petit peu, à part donc Connexion Ivoirienne dont il est le fondateur, qu'est-ce qu'il fait en Hollande? Il va nous donner ses nouvelles. Qu'est-ce que je fais? Je suis consultant en communication, principalement. Voilà, je suis consultant, je conseille des partis politiques. Des institutions publiques, des écoles, sur des questions de communication, généralement des questions de communication envers l'Afrique, et l'Afrique francophone. Voilà. Dans Focus Média africain,
notre choix s'est porté sur le Togo cette semaine. Suivons l'élément de la revue de presse du Togo avec Sarah Adiko. L'engagement dans sa parution de vendredi 23 juillet 2021 questionne quelle garantie pour les acquéreurs relativement aux droits de propriété foncière. À la une de Le Républicain Info, l'on aperçoit la promotion des personnes handicapées à la Covid-19. On lit également la FETAF et ses partenaires vers une unicité d'action. L'hécatombe sur les routes togolaises est visible à la une de Temps Nouveau. Togo Réveil écrit à sa une la grande leçon du grand frère Adebayor Seyi qui fait suite à l'action à l'ex-international footballeur togolais pour la libération de Gogologo et Papson Moutit, deux détenus. Pour la lutte contre la pratique illégale des professions médicales et paramédicales, le tabloïd Symphonie met à sa une 137 formations sanitaires privées à jour au second semestre 2021. Tous les problèmes africains se ressemblent. C'est accident. Non, mais en fait, c'est ça. C'est ce qu'il a failli dire. Pas forcément pratiquement tous les pays, parce que souvent on a l'impression que les pays anglophones sont un peu différents des pays francophones. Mais globalement, c'est un peu la même situation. C'est la question d'accident, c'est la question de cherté de la vie, c'est la question de libérer tel ou tel qui est en prison. Voilà, il n'y a pas de cohésion, il y a beaucoup de divisions. C'est pas assez différent de choses. On pourrait dire que c'est la revue de presse ivoirienne ou la revue de presse béninoise à côté. Nous sommes pratiquement à la fin de la revue de presse grand format. On va vous permettre de dire votre mot de fin. Moi, je remercie Alafé, votre patron. Je remercie Alafé, je vous remercie. Je remercie de l'invitation, je remercie de leur passer ensemble, des questions posées, et puis voilà, de l'importance que nous accordez au site Connexion Ivoirienne dans cette revue de presse et dans vos revues de presse habituelles. Et puis, un petit mot pour les journalistes ivoiriens. Mon souhait vraiment, c'est qu'on essaie, en tant que journaliste, d'être indépendant. D'être indépendant dans la tête, voilà, qu'on prenne nos distances des politiciens. Parce que le pays, c'est vrai que le pays a besoin des politiciens, des juges et autres, des médecins et autres, mais la Côte d'Ivoire a aussi besoin des journalistes. Voilà. De bons journalistes, ça peut aider un pays. Nous n'avons pas la prétention d'éplucher en 52 minutes toute la presse de la semaine, autant que faire se peut. Vous pouvez continuer la causerie chez vous. Nous étions avec le journaliste Alexis Bansé Douadé, cofondateur et promoteur du site Connexion Ivoirienne depuis la Hollande via Skype. Merci, monsieur Alexis Bansé, et bon vent dans vos activités en Hollande. Merci. Merci à vous. Chers téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres et n'oubliez pas de télécharger l'appli l'intelligent.tv. Bye bye.